German people to save the British Empire. Au début du mois d'octobre 1944, l'Allemagne menacée de tous côtés était dans une situation critique que même la très efficace propagande nazie ne pouvait plus masquer. Au début de la guerre, après que les panzers nazis aient déferlé sur la Pologne, Hitler semblait invincible. Au fil des mois, le Führer finit par le croire, considérant qu'il s'agissait d'un état de fait appelé à se prolonger. Pourtant, depuis que les Américains étaient entrés en guerre aux côtés des Alliés après l'attaque japonaise contre la flotte américaine à Pearl Harbor en décembre 1941, Hitler et les forces de l'Axe subissaient une pression soutenue en de nombreux points du globe. En Afrique du Nord, fin 1942, les Allemands avaient été battus lors de la seconde bataille d'El Alamein. Lorsque le général Montgomery et la 8e armée britannique avaient affronté le renard du désert, le général Erwin Rommel, et l'avaient fait plier, la détermination de Montgomery était aussi forte que celle affichée par les Allemands. Il l'avait démontré de façon spectaculaire à la veille de la bataille en détruisant tous les plans prévus pour une éventuelle retraite, prévenant ses officiers. Si nous sommes attaqués, il n'y aura pas de retraite. Si nous ne pouvons pas tenir ici vivants, alors nous resterons ici morts. C'est cet esprit combatif nouveau, affiché par les Alliés en Europe ou dans le Pacifique, qui changeait la donne. En attaquant l'armée rouge en 1941, Hitler s'était retrouvé impliqué dans plus de combats qu'il ne l'avait anticipé. Ses plans pour vaincre les soviétiques rapidement et définitivement au cours des mois d'été, c'est-à-dire avant l'arrivée du terrible hiver russe, furent mis à mal. Les forces d'invasion allemandes eurent à affronter une résistance plus rude que prévu. En février 1943, la 6e armée allemande avait été anéantie lors de la bataille de Stalingrad et au cours de la bataille de Kursk, un peu plus tard. Pour la première fois, la tactique du Blitzkrieg échoua. En Europe de l'Ouest, les succès des Alliés en Afrique du Nord, le débarquement en Sicile et l'attaque de l'Italie menaçaient les plans méditerranéens du Troisième Reich. En Allemagne, la santé d'Hitler se dégradait. Les historiens pensent qu'il souffrait des premiers symptômes de la maladie de Parkinson. Les apparitions publiques du Führer étaient de plus en plus rares. Pourtant, Hitler et ses alliés de l'Axe étaient sur le point d'affronter la plus grande menace envisageable, celle de la force d'invasion alliée, rassemblée sur la côte sud de l'Angleterre, prête à libérer la France et à entamer l'avancée vers Berlin. Le jour J, le 6 juin 1944, fut un épisode capital. En cas d'échec, l'issue de la Seconde Guerre mondiale aurait sûrement été différente. Sous le commandement suprême du général Eisenhower, les Alliés débarquèrent sur les plages de Normandie, prenant ainsi un avantage décisif sur les Allemands qui s'attendaient à ce que l'attaque survienne vers Calais. Les Américains, chargés de s'emparer de la côte au sud de Cherbourg, débarquèrent sur les plages baptisées Utah et Omaha. Les Britanniques et les Canadiens mirent pied à terre à Gold, Juno et Sword, autres plages à proximité de Caen. À la fin du premier jour, 130 000 hommes avaient débarqué. En un mois, plus d'1 million de soldats combattaient en France.
Les Alliés rencontrèrent de nombreuses poches de résistance. En dépit du succès du débarquement, Hitler n'allait pas abandonner sans combattre. Durant l'été 1944, les conditions météorologiques furent déplorables. Les Alliés réalisèrent que la route qui les attendait était semée d'embûches et que de durs combats les attendaient. À l'Est, les Russes déclenchaient une opération de grande envergure, nom de code Bagration. L'objectif de Bagration était de repousser en Pologne, hors de ce qui est aujourd'hui la République de Biélorussie, toutes les armées allemandes. Les historiens ont décrit cette opération comme l'une des plus sanglantes de l'histoire, mais, plus important pour les Alliés, elle fut la plus calamiteuse défaite de toutes les forces armées allemandes durant la Seconde Guerre mondiale. L'armée rouge avança rapidement et atteignit la Pologne, décimant les unités allemandes les unes après les autres, causant des pertes qui se sont élevées à plus de 670 000 hommes. Les forces d'Hitler, étirées de l'ouest à l'est, en raison du débarquement et de cette opération, ne pouvaient espérer aucun renfort. Les lourdes pertes subies à l'est à la suite de l'opération Bagration, s'ajoutant à celles subies à l'ouest pendant le jour J et les mois qui suivirent, frappèrent durement le moral de la population allemande. Hitler devait rapidement reprendre l'initiative afin de prouver qu'il menait toujours le jeu. Il dévoila alors son arme secrète, le V1. Le V1 avait été conçu dès le début de la guerre, mais ce n'est qu'à cette date qu'Hitler décida de se servir de ce puissant missile. Le grand avantage du V1 était qu'aucun pilote n'était nécessaire. Une fois lancé, grâce à une technologie avancée pour l'époque, il se dirigeait vers sa cible et quand il l'atteignait, il explosait. Son efficacité était terrible. Surnommé Buzz Bomb en raison du son particulier du réacteur, on savait qu'il était sur le point d'exploser, car lorsque le buzz s'arrêtait, après un court silence d'une quinzaine de secondes, la charge d'une tonne explosait. Hitler concentra ses V1 sur Londres où ils causèrent d'importants dommages. Cette menace permanente entraîna l'évacuation immédiate de tous les enfants loin de Londres. Les Britanniques furent prompts à contrer ces attaques. Sur les 2452 V1 lancés, la RAF parvint à en abattre environ un tiers. Très intelligemment, un véritable blackout de la presse britannique empêcha les Allemands de se faire une idée du résultat de ces attaques. Bien que dévastatrice, l'arme secrète d'Hitler arrivait trop tard pour lui permettre de gagner la guerre. En France, un début de pénurie de carburant posait un problème aux Alliés. Le manque de ports en eau profonde compliquait l'acheminement du ravitaillement. Au nord, Montgomery, désormais maréchal, préparait une offensive sur l'Allemagne depuis la Belgique. Eisenhower lui demanda de changer d'option et de s'emparer du port d'Anvers, grand port opérationnel, ce qui améliorait la situation globale des Alliés. Montgomery, adoré par ses hommes, avait, en revanche, la réputation d'être difficile à commander. Il continua selon ses propres plans, prétextant que la stratégie d'Eisenhower exigeait des renforts, ce qui, à ce moment-là, n'était pas envisageable. Ayant beaucoup progressé vers le Rhin grâce à des actions courtes et concentrées, Montgomery mit sur pied son opération Market Garden. L'objectif, les ponts sur le Rhin, qui ouvraient la voie sur Berlin dont il voulait s'emparer intact.
Le mot market faisait référence à l'offensive aéroportée massive et le mot garden aux troupes au sol. Pour que l'opération réussisse, ces deux forces devaient travailler conjointement. Mais les difficultés s'accumulèrent en raison de problèmes de planification. Les précédentes opérations de cette ampleur avaient été préparées pendant des mois et avaient fait l'objet de répétitions, alors que la préparation de Market Garden avait été achevée en une semaine, sans répétition ni entraînement tactique. Plusieurs commandants étaient inquiets compte tenu du caractère d'improvisation de cette opération, mais Monty resta droit dans ses bottes. Lorsqu'on lui montra des preuves photographiques de concentration de chars très proches de certaines zones d'atterrissage, il prétendit qu'ils étaient hors service. L'opération Market Garden échoua essentiellement en raison du problème de carburant, les Alliés ne disposant pas d'un port important. Les Allemands eurent assez de temps pour acheminer leurs renforts et consolider leur position. 20 000 hommes périrent avant que Montgomery ne soit forcé de reculer. Un temps précieux avait été perdu par sa faute. Il était désormais urgent d'apporter une solution au problème du carburant, car sans un approvisionnement régulier, la route des Alliés vers Berlin serait particulièrement compliquée. Comme Eisenhower l'avait voulu dans un premier temps, le port belge d'Anvers fut la cible suivante. La bataille sur l'Escaut fut dure. Elle avait commencé le 2 octobre le long de l'Escaut, et malgré une résistance acharnée des Allemands pour défendre le port, il fut finalement pris et immédiatement remis en service pour les navires alliés. La réouverture du port d'Anvers au nord, ainsi que la prise de l'important port de Marseille au sud de la France, mit un terme définitif au problème de pénurie de carburant qui menaçait les Alliés. Le début du mois d'octobre vit la fin du soulèvement de Varsovie, fait historique très controversé encore aujourd'hui. Les nationalistes polonais combattaient pour arracher leur capitale des mains allemandes. Ce soulèvement aurait dû être le point fort de l'opération Tempête menée par l'armée intérieure polonaise avec pour objectif de libérer la Pologne du nazisme avant que les soviétiques n'en prennent le contrôle. Il s'est avéré rapidement que Varsovie était trop bien défendue pour que les Polonais puissent en venir à bout seuls. C'était l'opportunité parfaite offerte aux Russes de remettre les compteurs à zéro. Après Bagration, l'armée rouge se trouvait à moins de 10 km de la ville polonaise en flammes lorsqu'elle reçut l'ordre de stopper brutalement. Les soviétiques observèrent les Polonais se battre pendant 64 jours sanglants avant qu'ils ne lèvent le drapeau blanc de la reddition. Au cœur de la controverse se trouve le prétexte évoqué par le leader soviétique, Joseph Staline, pour ne pas venir en aide à l'armée intérieure polonaise. Certains historiens estiment que Staline avait demandé à son armée de stopper afin que les Polonais soient massacrés et ne soient plus en mesure de s'opposer au régime soviétique après la guerre. L'explication officielle russe arguait d'une pénurie de carburant et de l'épuisement des troupes qui n'auraient pas été en état d'affronter les Allemands. Indéniablement, les Soviétiques avaient été très actifs pendant le mois d'octobre. Dès le 6, ils avaient débuté une offensive dans l'est de la Hongrie. Si les Russes parvenaient à s'emparer de cette zone, la porte du sud de l'Allemagne leur serait ouverte. La violente attaque débuta par une action du 2e front ukrainien qui déferla sur la 3e armée hongroise. Mais l'offensive dut ralentir, car les Allemands avaient bâti une ligne de défense solide. Les Soviétiques traitèrent les civils hongrois sans considération, comme étant des atrocités qui rendirent les troupes hongroises encore plus déterminées.
Bien que largement inférieure en nombre, même associée aux Allemands, la bataille de Debrecen se termina, pour ses troupes, avec les honneurs. Mais l'Axe ne pouvait contenir les Russes très longtemps. Le 4 novembre, l'armée rouge s'emparait de la capitale hongroise, Budapest. Athènes fut également libérée en octobre. La Grèce avait été envahie par les Italiens en 1940, mais ceux-ci furent contenus jusqu'à ce qu'Hitler, à contre-cœur, envoie ses hommes en 1941. Et jusqu'en 1944, la Grèce fut une nation occupée sous contrôle des forces de l'Axe. Cependant, le gouvernement grec en exil réussit à lever une armée qui s'avéra très utile aux Alliés dans les campagnes d'Afrique du Nord et en Italie. En octobre 1944, les Russes progressaient en Roumanie et en Yougoslavie. Les troupes allemandes qui occupaient la Grèce se trouvaient alors menacées d'être isolées par l'avancée russe. Lorsque les alliés occidentaux reprirent le contrôle d'Athènes, le gouvernement grec en exil revint une semaine plus tard, le 18 octobre. Cependant, ces territoires perdus n'étaient pas les seuls problèmes d'Hitler. La paranoïa du complot et la méfiance envers son entourage tournaient à l'obsession. Ce n'était pas sans fondement, car il y avait déjà eu un certain nombre de tentatives d'assassinat contre lui en 1944. L'opération Valkyrie, le 20 juillet, fut la plus proche de réussir. L'attentat fut commis par Klaus von Stauffenberg, un officier de l'état-major personnel d'Hitler. Il utilisa sa position privilégiée dans l'entourage du Führer pour poser une bombe lors d'une de ses réunions avec les officiers de haut rang. Von Stauffenberg assista à l'énorme explosion avant de filer vers Berlin pour l'étape suivante de l'opération, mais il fut rapidement informé qu'Hitler avait miraculeusement survécu. Ce n'était plus qu'une question d'heures avant que von Stauffenberg ne soit capturé et exécuté. La large enquête destinée à trouver tous ceux qui étaient impliqués n'en était pourtant qu'à son début. La brutalité avec laquelle les accusés furent traités fut sans limite. Certains très proches d'Hitler étaient impliqués dans le complot. Le nom le plus surprenant à apparaître fut certainement celui d'Erwin Rommel, qui avait pourtant toute la confiance d'Hitler et qui avait combattu si courageusement pour la cause nazie en Afrique du Nord. Rommel avait été auparavant choisi pour une nouvelle mission capitale, la défense de la côte française en prévision d'un débarquement dont l'éventualité se confirmait. Le 6 juin, jour J, prit toutefois les Allemands par surprise. Rommel fit tout pour repousser l'assaillant, mais, comble de malchance, il fut blessé. Le 17 juillet, une attaque aérienne contre sa voiture entraîna son hospitalisation pour de graves blessures à la tête. Pendant sa carrière militaire, Rommel avait toujours été opposé à certains aspects du régime nazi, et plus spécialement au traitement infligé aux Juifs. Lors de l'enquête après l'attentat du 20 juillet, des documents au siège du complot laissèrent soupçonner que Rommel n'était pas seulement un soutien, mais aussi le chef potentiel si l'assassinat et le coup d'État réussissaient. Même s'il n'existait aucune preuve formelle que les conspirateurs communiquaient avec Rommel, les enquêteurs nazis se penchèrent sur le cas de l'homme blessé. Par malheur, alors que Rommel était en convalescence à l'hôpital, il évoqua ses désaccords avec certains points du régime nazi, ce qui fut considéré comme une preuve de sa trahison.
Martin Bormann, à la tête de la chancellerie du parti nazi, convaincu que Rommel était coupable, voulait que son cas soit présenté devant un tribunal populaire. Entre-temps, le 14 octobre 1944, Rommel reçut la visite de 2 officiers nazis qui lui firent une proposition. Rommel était un héros hautement admiré par le peuple allemand. C'est la raison pour laquelle on lui offrit un choix. Les officiers l'informèrent qu'il allait être présenté devant Bormann et son tribunal populaire, ce qui signifiait aussi la poursuite de sa famille. Il n'avait plus d'autre option que le suicide. Rommel dit adieu à sa famille et suivit les 2 officiers qui, 2 heures plus tard, téléphonèrent à son épouse lui annonçant que son mari était décédé. Le peuple allemand fut informé que Rommel était mort d'une crise cardiaque. Comme promis, il fut enterré avec les honneurs militaires. Hitler envoya le maréchal von Rundstedt pour le représenter. Rommel, à peine inhumé, la première grande bataille à se dérouler sur le sol allemand se déclenchait à Aix-la-Chapelle. La bataille d'Aix commença le 2 octobre. Les Allemands allaient défendre farouchement la ville attaquée par les Américains. Comble de l'ironie, en septembre, le commandant de la garnison basée à Aix, constatant la faiblesse de ses effectifs, offrit sa reddition aux Américains. Cependant, au lieu d'arriver dans les mains des Alliés, sa lettre de reddition fut remise à Hitler. L'infortuné officier fut immédiatement arrêté et des renforts allemands envoyés sur place. En dépit de leur combativité, les efforts des Allemands furent vains. Les combats étaient sans espoir. Les Américains étaient plus nombreux, de 90 000 hommes. En revanche, les Allemands étaient sur leur propre territoire et tenaient solidement leur ligne. Avant d'être balayés, ils infligèrent aux Américains de lourdes pertes. La victoire finale revint aux Alliés le 21 octobre. Les pertes se montaient à 5 000 hommes pour les 2 camps et 5 600 prisonniers allemands. Lourd bilan pour une issue imprévisible. Le mois d'octobre fut une période riche en affrontements, aussi bien en Europe que dans le Pacifique. Il marqua le début de l'offensive majeure des Américains. Les batailles qui s'étaient déroulées entre 1943 et 1944 avaient contraint les Japonais à reculer jusqu'à la relative sécurité de leurs bases dans les îles du Sud et du Centre. Lorsque les Japonais avaient pris le contrôle des Philippines en 1942, le commandant des forces américaines pour l'Extrême-Orient était le général Douglas MacArthur. C'est le président Roosevelt lui-même qui ordonna à MacArthur de quitter les Philippines où il était basé. MacArthur était réticent à quitter les Philippines, car il sentait que l'armée américaine devait au peuple philippin de rester pour combattre. Il envisagea même de démissionner pour poursuivre le combat comme mercenaire. Cependant, MacArthur finit par obéir aux ordres et s'envola vers l'Australie après avoir juré de revenir libérer les Philippines. Le 20 octobre 1944, MacArthur et son état-major débarquèrent sur l'île de Leyte. Le général avait respecté sa promesse. La bataille du golfe de Leyte, une zone maritime à l'est de l'île de Leyte, mit aux prises l'US Navy et la marine impériale japonaise. Elle fit rage entre le 23 et le 26 octobre.
Elle est considérée par beaucoup comme étant la plus grande bataille navale de la Seconde Guerre mondiale et peut-être de toute l'histoire des guerres maritimes. En réalité, on peut la diviser en 4 batailles majeures. L'amiral William Ashley était à la tête des forces américaines. Grâce à une planification rigoureuse combinée à une volonté déterminée, il permit aux Alliés, le 26 octobre, de remporter la victoire malgré la première offensive des kamikazes jamais observée. Les troupes basées sur l'île de Leyte étaient désormais à l'abri d'une attaque navale. Le sort des armes dans le Pacifique avait définitivement tourné en faveur des États-Unis. En Europe, les Alliés étaient cette fois certains que la victoire et la fin du règne d'Hitler étaient à portée de main. L'armée rouge progressait rapidement et sans faire de quartier. Les Américains découvraient que combattre les Allemands sur leur propre territoire était une entreprise périlleuse. Une première illustration fut la bataille de la forêt d'Urtgen, une zone qui s'étend sur la frontière entre la Belgique et l'Allemagne. Le choc du débarquement passé, les Allemands avaient renforcé leur position et construit de nouvelles défenses qui, pour le moins, allaient ralentir l'avancée des Alliés. En pénétrant en Allemagne, un des objectifs majeurs des Alliés était de nettoyer ces zones forestières des troupes allemandes, ce qui permettait de les empêcher de renforcer leur ligne plus au nord, entre Aix et la Ruhr. L'affrontement commença le 19 septembre. Il allait devenir la plus longue bataille continue sur le sol allemand de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la plus longue de l'histoire américaine, car les opérations n'allaient prendre fin qu'en février 1945. Pour les Allemands, c'était une portion de territoire stratégique qu'il fallait tenir, essentiellement parce qu'Hitler préparait une contre-attaque devenue célèbre, l'offensive des Ardennes. Il s'agissait en effet d'une zone de stationnement pour les nombreuses troupes, véhicules et armements destinés à être engagés dans cette offensive. Les Américains avaient leur propre calendrier, prévoyant la prise de contrôle des barrages de la Ruhr qui pourraient être ouverts pour inonder toute la zone. C'était une option éventuelle, mais il s'agissait d'empêcher les Allemands de se livrer à cette manœuvre. Le 5 octobre, la 9e division d'infanterie américaine attaqua la ville de Schmidt, qui constituait un point important dans la chaîne d'approvisionnement allemande. La bataille fut féroce, les deux belligérants devant tenir leur position, et ce n'est pas avant le 16 octobre que la 9e division américaine réussit à être renforcée. En seulement 11 jours, 4500 soldats américains furent tués, démontrant que les Allemands étaient encore loin d'être battus. Malgré l'arrivée des renforts, Schmidt ne fut prise que le 3 novembre. En plus de la détermination de la résistance allemande, le terrain était également difficile, constitué d'une forêt de conifères extrêmement dense, avec pratiquement aucune route, ce qui empêchait l'avancée des véhicules. Dans quelques clairières, les Allemands avaient installé leurs canons pour leur offrir la plus grande efficacité de tir, et il y avait aussi beaucoup de champs de mines, recouverts par la neige de l'hiver 44. La forêt, dense, était aussi un problème pour les avions alliés qui ne pouvaient pas appuyer les troupes au sol.
Le terrain devint un problème encore plus grand lors de la deuxième phase de l'attaque, car non seulement la météo était encore pire, mais les chars étaient devenus essentiels pour le combat. Le génie américain était parvenu à tracer des routes dans la zone des combats à coups d'explosifs, mais c'était un exercice périlleux. La bataille continuait et le temps détériora les conditions de combat. Beaucoup de vies furent perdues simplement à cause de la morsure du froid et de la fatigue. Un certain nombre de ces combattants américains avaient déjà été impliqués dans les débarquements en Normandie et certains, qui avaient assisté au bain de sang d'Omaha Beach, où 3000 hommes avaient été massacrés, déclarèrent qu'en comparaison avec la bataille de la forêt d'Hurtgen, Omaha avait été une promenade de santé. Des 120 000 soldats engagés à Hurtgen, quelques 33 000 furent tués ou mis hors de combat. Et bien que les combats se terminèrent par une victoire alliée, elle fut coûteuse, spécialement si on considère que les pertes allemandes ne représentèrent que la moitié de celles des Américains. La prise du port d'Anvers avait amélioré notablement la situation du ravitaillement, mais l'acheminement du carburant jusqu'aux premières lignes restait problématique. Les nazis occupaient toujours les zones environnantes et l'île de Walcheren, avec son point de vue dominant l'estuaire du Scheldt, était gardée par la 15e armée allemande. Le maréchal Montgomery donna des instructions pour que la zone de Scheldt soit attaquée et l'opération Infiltrate fut mise en place avec l'objectif, donné à la première armée canadienne, de dégager la zone de la menace allemande sur les routes d'approvisionnement de carburant. Le bombardement des défenses allemandes commença à la fin d'octobre, mais ce n'est que le 1er novembre que les Canadiens débarquèrent réellement sur Walcheren. Les Allemands offrirent une résistance acharnée, mais lentement et sûrement, les Canadiens nettoyèrent chaque zone et la phase finale débuta le 8 novembre. Après des jours de durs engagements, quelques 40 000 soldats allemands de l'île de Walcheren et des alentours se rendirent aux Canadiens. Ils avaient atteint leurs objectifs. Vers la fin du mois de novembre, le port d'Anvers était totalement opérationnel et les approvisionnements en carburant ne furent plus un problème. Peu de temps après l'assaut amphibie allié de Walcheren, d'autres ports furent pris et plus leur nombre augmentait, plus la position des Alliés se trouvait renforcée. Le port de Zeebrugge, au nord-ouest de la Belgique, fut également pris par les Alliés début novembre, achevant ainsi la libération totale de la Belgique. C'était certainement une mauvaise nouvelle pour Hitler et son rêve d'un Reich millénaire, mais le Führer n'était pas encore prêt à abandonner ses rêves de domination du monde. Une fois de plus, il s'en prit à la Grande-Bretagne en lançant sur Londres sa nouvelle arme, la fusée V2. Les ingénieurs allemands avaient travaillé pour améliorer le V1 qui avait déjà porté des coups terribles au peuple britannique. Cependant, le V1 avertissait de son arrivée en raison de son bruit particulier. Sur le V2, son silence allait augmenter son efficacité. La vitesse et le contrôle de la trajectoire du V2 étaient améliorés, ce qui le rendait impossible à être intercepté ou même être abattu par les canons anti-aériens. Le V2 était le projet le plus onéreux du Troisième Reich. 100 000 Reichsmark par fusée. Ce coût finit par devenir un problème, mais pas avant que Hitler, persuadé qu'il s'agissait de l'arme de la victoire, n'en ait fait construire 6048.
Il y eut également un coût humain terrible pour la production de ces armes, car elles étaient fabriquées dans des usines dont la main-d'œuvre était constituée par des détenus du camp de travail de Mittelbau-Dora. Quelques 20 000 travailleurs perdirent la vie avant que la fusée V2 ne soit prête. La première fusée V2 prit son envol en août 1944, mais ce n'est pas avant la mi-novembre qu'elle fut lancée vers sa cible, touchant la Grande-Bretagne 8 fois par jour. Lorsque des tentatives pour la descendre en plein ciel furent faites, la quantité massive d'artillerie utilisée qui retombait du ciel causa plus de dommages que la fusée elle-même. Une contre-offensive alternative était donc indispensable. Il était évident qu'une fois le V2 lancé, il était impossible de le stopper, et les Britanniques savaient que leur seul espoir de détruire ces fusées était de le faire avant qu'elles ne soient lancées. Dans un premier temps, la RAF tenta de bombarder les sites de V2 mobiles, mais ceci s'avéra particulièrement coûteux au moment où conserver des ressources valables était d'une importance vitale. Le plan suivant était de désinformer les Allemands à propos de la direction vers laquelle ils envoyaient leurs armes. Le renseignement britannique travailla sans cesse pour que de faux rapports d'impact soient envoyés et ensuite ils réussirent à faire en sorte que les fusées V2 visent des zones plus rurales et moins habitées. Loin de résoudre le problème, ces mesures atténuaient seulement son impact et en fait, la seule contre-attaque valable était que les Alliés avancent vers Berlin, capturant les sites de lancement des V2 et en les repoussant hors de portée. Mais cela devait prendre un peu de temps, et les V2 continuaient à représenter une menace véritable contre Londres et les zones environnantes. En dépit des dépenses exorbitantes du projet V2 et l'indéniable succès des attaques contre Londres, l'arme miracle d'Hitler ne fit pas la différence sur l'issue de la guerre. Le moral des Londoniens restait optimiste, bien que les V2 puissent frapper à n'importe quel moment, tandis qu'ils vaquaient à leurs affaires quotidiennes. Plus de 150 clients et employés furent tués lors de l'explosion d'un V2 sur un magasin Woolworths. Au total, 2754 victimes civiles britanniques furent attribuées au V2, ainsi que 6500 blessés. Comme arme d'intimidation et de terreur, le V2 d'Hitler était efficace. En revanche, il ne suffisait pas à convaincre l'opinion publique allemande que la puissance de l'Axe était encore en mesure de gagner la guerre. Bien que détruisant cible après cible, le V2 échoua dans sa mission de propagande. Il devenait de plus en plus évident que le Troisième Reich s'effondrait. Les officiers les plus haut placés commençaient à réaliser que tout espoir était perdu. Mais comme un animal blessé, la machine de guerre nazie pouvait encore infliger de sévères destructions et de nombreux sévices. Hitler était déterminé à poursuivre la lutte. Des plans avaient été échafaudés pour le baroud d'honneur. Mais c'était une tâche gigantesque pour les troupes restantes à court de main-d'œuvre. La Luftwaffe avait été pratiquement mise hors de combat par la RAF. Les approvisionnements en carburant des Alliés s'étaient améliorés, tandis que ceux des Allemands s'amenuisaient de plus en plus, depuis que les champs pétrolifères de Roumanie avaient été bombardés. Hitler savait qu'il devait réagir. Bien qu'il devienne de plus en plus irrationnel, il avait réalisé qu'une victoire totale était impossible. Mais il était persuadé être encore capable de défendre l'Allemagne à long terme s'il neutralisait le front ouest rapidement. Les unités allemandes décimées n'étaient plus un obstacle pour l'armée rouge, bien supérieure en nombre.
Hitler étudia donc un plan destiné à diviser les Alliés, mettant en lumière les difficultés auxquelles ils allaient devoir faire face après-guerre. Il espérait, au fond de lui-même, diviser les Américains et les Britanniques des Soviétiques. Il était également persuadé que les tensions entre Montgomery et les généraux américains pouvaient être utilisées à son profit. Dans son désarroi, Hitler imaginait que tout ce dont il avait besoin était de gagner suffisamment de temps pour produire des armes encore plus puissantes. Des plans pour une offensive majeure furent dressés. Les stratèges proposèrent plusieurs opérations possibles à Hitler, mais seulement 2 étaient assez avancées pour être considérées comme sérieuses. Les 2 visaient l'armée américaine, car Hitler restait persuadé que l'opinion publique américaine, qui avait été assez réticente à la volonté de Roosevelt d'entrer en guerre au tout début du conflit, allait exiger le retrait de leurs maris et frères du théâtre d'opérations européennes s'ils subissaient des pertes trop lourdes ou étaient battus lors d'une bataille décisive. Le premier plan faisait appel à une attaque sur 2 fronts contre les troupes américaines à Aix, avec une autre offensive destinée à encercler les 9e et 3e armées. Elle fut rejetée finalement car elle n'avait que peu de chances de causer des divisions dans le camp anglo-américain. Le second plan avait une plus grande envergure. En appliquant le principe de la guerre éclair, qui avait été la tactique victorieuse auparavant, l'objectif des Allemands était de séparer les lignes britanniques des lignes américaines et de s'emparer du port d'Anvers. Ceci aurait pour conséquence de couper les approvisionnements alliés, mais également de piéger 4 armées alliées derrière les lignes allemandes. L'opération allait passer à la postérité en tant que bataille des Ardennes. En septembre 1944, la zone de l'attaque fut l'objet de discussions serrées. Hitler insistait pour que soient choisis les Ardennes comme lieu de rassemblement pour la bataille. Ses succès lors de la bataille de France en 1940 y avaient été spectaculaires. Les Alliés, de plus, ne s'attendaient pas à une attaque allemande dans cette région, car ils étaient concentrés sur leur avancée vers Berlin. De nombreux officiers allemands étaient opposés à cette offensive pour des raisons variées. Certains estimaient que le terrain montagneux était trop difficile. D'autres redoutaient que, si le temps était clair, l'aviation alliée soit capable d'attaquer les forces terrestres allemandes facilement, la Luftwaffe n'étant plus en mesure de réagir. Le plan aurait alors peu de chances de réussir. Les officiers même en charge de l'opération avaient des doutes. Les maréchaux Walter Model et Gerd von Rundstedt pensaient que l'objectif supplémentaire de prendre le port d'Anvers était bien trop risqué. Ils proposèrent une stratégie alternative à Hitler, mais ce dernier insista pour que ses plans de bataille soient respectés. Cette opération devait mobiliser 45 divisions et quelques unités supplémentaires pour créer une ligne de défense une fois la bataille commencée. La pénurie de soldats dont l'armée allemande souffrait ne permit d'engager que 30 divisions, et encore en faisant appel aux toutes dernières réserves. Des divisions entières composées de vétérans et de jeunes recrues furent formées. Si la situation n'avait pas été aussi désespérée, ces hommes auraient été réformés du service actif. Mais c'était la chance ultime pour Hitler de sauver quelque chose de ces années de combat, et il n'avait d'autre choix que de tout risquer. La diminution des réserves de carburant allemandes était un handicap sérieux qui obligea à repousser la date de l'attaque du 27 novembre au 16 décembre. C'était la dernière date possible si l'attaque devait avoir une quelconque chance de succès.
Face aux Américains, Hitler ne pouvait plus se permettre de délais supplémentaires. Les renseignements allemands avaient calculé que la date idéale pour une attaque soviétique qui leur ouvrirait la route vers Berlin se situait le 20 décembre. Cette opération devait donc impérativement débuter avant cette date. Hitler pariait sur le fait que Staline stopperait son avancée pour observer la réaction des Américains devant cette attaque éclair. Il y avait longtemps que le sort n'avait plus souri aux Allemands. Pour cette opération, la chance allait changer de camp. Au départ, le brouillard qui recouvrait la zone de combat était une bonne nouvelle pour les Allemands, car de fait, le soutien aérien des Alliés devenait impossible. Les Allemands étant parvenus à conserver leur plan secret, l'effet de surprise allait leur donner un avantage majeur. Les Américains disposaient sans conteste d'effectifs supérieurs. Il était donc vital pour les Allemands, afin d'avoir une chance de réussir, d'attaquer par surprise. Depuis la tentative d'assassinat de von Stauffenberg contre Hitler, qui avait failli réussir, la sécurité s'était renforcée. Les informations concernant l'offensive des Ardennes étaient suivies et contrôlées pour empêcher quelque fuite que ce soit. Par chance pour les Allemands, la résistance française ne s'étendait pas jusqu'aux Ardennes belges, ce qui signifiait que les Alliés ne pouvaient pas se reposer sur des informations locales pour comprendre ce qui se passait. De plus, le trafic radio allemand était réduit au minimum. Pour remplacer les transmissions radio, les téléphones, les télégraphes et les téléscripteurs furent utilisés par les officiers pour organiser la manœuvre. Ceci signifiait qu'un des atouts majeurs des Alliés, le décodeur Ultra, qui généralement interceptait les communications allemandes, se retrouvait pratiquement inutile. Les Allemands appliquaient également les tactiques similaires à celles utilisées par Eisenhower pendant la préparation d'Overlord, à savoir l'organisation de tous les mouvements de troupes de nuit sous la protection de l'obscurité. Cependant, en dépit des efforts allemands, les Alliés avaient quand même eu vent qu'une offensive à grande échelle était possible. Les Alliés ne voyaient pas comment une telle action serait envisageable de la part des Allemands, pratiquement vaincus. L'alerte fut ignorée. Les Alliés poursuivirent leur plan pour s'approcher de Berlin. En conséquence, il y eut très peu de reconnaissance aérienne du côté allié. Pratiquement, les projets d'Hitler ne furent pas détectés. Vers 5 heures du matin, le 16 décembre, les troupes américaines basées dans les Ardennes furent surprises par le bombardement intensif qui débutait. Toutes les divisions allemandes prévues pour se joindre à l'attaque suivirent. Vers 8 heures, la bataille faisait rage. Le brouillard qui s'était répandu pendant la nuit précédente avait vraiment aidé les Allemands, empêchant la riposte aérienne des Alliés. Mais les conditions météo s'aggravant, les troupes attaquantes durent ralentir le rythme. Malgré l'avantage de l'effet de surprise, freiné par le mauvais temps, l'avancée allemande ralentit fortement. Tout commença à se dérouler différemment du plan prévu. Les Américains, maintenant au courant de l'ampleur de l'attaque, reculèrent, faisant sauter les ponts et détruisant les réserves de carburant, ce qui freina davantage les Allemands. Ceux-ci, furieux et frustrés, durcirent le traitement des Américains capturés.
Des massacres se généralisèrent et Hitler donna l'ordre à ses troupes de combattre avec la plus grande brutalité afin d'effrayer leurs adversaires. La fin de la guerre avait beau être en vue, des milliers d'Américains perdirent la vie dans les Ardennes. Le lendemain du début de l'opération, les Allemands s'emparèrent d'un dépôt de carburant américain près de la ville de Malbody. En arrivant, ils rencontrèrent un petit groupe de soldats américains qui, après un bref combat, se rendirent. Ces soldats, ainsi que les prisonniers faits au dépôt de carburant, furent rassemblés dans un champ et fusillés. Cet acte de barbarie gratuit et inutile entra dans l'histoire sous le nom de massacre de Malbody. Classé crime de guerre, il fut jugé le 16 mai 1946 et le commandant responsable fut condamné à mort par pendaison aux côtés de 42 autres membres de sa division. Des massacres similaires à celui de Malbody survinrent dans les dernières semaines de 1944 et eurent un effet à contrario pour ceux qui combattaient dans les Ardennes. Ils virent leur rage d'en finir décuplée alors qu'Hitler croyait les avoir terrorisés. Une illustration en est l'encerclement des Américains dans la ville de Bastogne par la Wehrmacht. Le général McAuliffe, commandant les troupes américaines, reçut un ultimatum de se rendre. To the United States Army commander of the encircled town of Bastogne, the fortune of war is changing. There's only one possibility of saving your encircled troops from total annihilation. That is the honorable surrender of this town. If you reject our proposal, 6 battalions are ready to annihilate you and your troops. All the serious civilian losses would not correspond with the well-known American humanity. What is your answer? Nuts. McAuliffe répondit « nuts », des noix en français. Cette réponse entra dans l'histoire. La bataille de Bastogne continuait à faire rage. Le rêve d'Hitler d'un dernier baroud victorieux s'éloignait. Cependant, le sort de la bataille des Ardennes ne fut pas scellé en 1944. Les combats se poursuivirent après Noël et au cours de la nouvelle année. Les pertes des deux côtés continuèrent à s'alourdir. Pourtant, 1945 allait apporter la paix dans un monde encore dans les soubresauts de la guerre. La défaite d'Hitler s'annonçait. L'entente cordiale entre Roosevelt, Churchill et Staline, qui avait permis la victoire, touchait à sa fin. Épisode 22. L'Allemagne écrasée.